Vous aussi, vous avez envie de vous évader? Ah oui, j'ai trop envie de partir et voir des aurores boréales. Mais c'est quoi des aurores boréales? Eh ben écoute Fred, les aurores c'est très simple. C'est un phénomène qui prend place dans les hautes atmosphères et qui commence à partir du Soleil. Le Soleil il est très loin et il émet des particules très chargées et très énergétiques qui partent de sa surface et qui se dirigent un peu partout dans l'espace. Et au bout d'un moment ces particules elles arrivent sur la Terre. Et la Terre elle se comporte un peu comme un grand aimant avec un gros aimant avec un pôle nord et un pôle sud et un équateur. Et donc ces particules elles arrivent sur la Terre et elles vont être guidées par le champ magnétique qui est généré par la Terre, qui s'appelle la magnétosphère. Et donc ces particules, elles vont se retrouver au pôle Nord et au pôle Sud. Et donc c'est pour ça qu'on observe les aurores en Finlande et près des pôles, globalement. Et donc ces particules, en arrivant dans les hautes atmosphères, elles vont entrer en collision avec les particules et les molécules qui se trouvent dans les atmosphères terrestres. Donc il y a de l'oxygène, de l'hélium, de l'azote. Et en fait, vu que ces particules solaires, elles sont très énergétiques, elles vont exciter les particules qui se trouvent dans les hautes atmosphères. Et en se désexcitant, les électrons des orbitales de ces molécules vont émettre des photons. Et donc la couleur des aurores va dépendre des espèces qu'on excite. Donc il y a de l'oxygène par exemple qui va faire des couleurs vertes, de l'azote qui va faire du violet, etc. Et c'est pour ça qu'on voit des gradients de couleurs en descendant en fonction de l'atmosphère. Pour commencer, je vais vous présenter le montage qu'on a utilisé pour faire ces expériences. Donc voici une photo de notre montage pour commencer. Il est assez compliqué, mais on peut quand même distinguer sur la droite une cloche à vide, à gauche une pompe à vide qui est reliée à cette cloche, et un montage électronique qui est alimenté par deux générateurs. Et ici à droite, on a une photo zoomée du montage électronique. Voici un schéma où on retrouve les éléments dont je viens de vous parler. Donc on a le système électronique qui va alimenter deux électrodes qui se trouvent sous une cloche à vide. Et grâce au système pneumatique, cette cloche à vide, elle peut être alimentée en gaz et on peut retirer l'air qu'il y a dedans. Donc on a un Arduino qui va contrôler deux chaînes, une chaîne de commande et une chaîne de puissance. La chaîne de puissance, elle permet de moduler et d'acheminer la puissance électrique du générateur 2 jusqu'à la cloche. Et la chaîne de commande, elle permet de piloter le relais 2 qui sont des interrupteurs qui permettent de laisser passer ou pas le courant jusqu'à la cloche. Donc globalement, on peut faire varier beaucoup de paramètres. On peut faire varier la pression des gaz, la nature des gaz, et changer l'intensité et la tension entre les deux électrodes de façon très contrôlée. Au cours de nos expérimentations sur le montage précédent, nous avons pu observer différentes formes d'aurore. La première est l'ovale auroral. C'est lorsque les électrons viennent se concentrer au niveau des pôles. C'est la forme la plus probable. Ensuite, nous avons pu observer un anneau de courant stellaire lorsque les électrons viennent se concentrer au niveau de l'équateur de la sphère magnétique. Le premier schéma reprend le principe de l'aurore ovale. Dans ce cas, l'aiguille joue le rôle de canon à électrons, et la sphère est en mode récepteur relié à la cathode du générateur. Les électrons sont guidés de l'un vers l'autre grâce au champ électrique entre les deux, puis, en arrivant proche de la sphère, ils entrent sous l'influence de son champ magnétique. Ce champ force les électrons à tourner autour de la sphère, ils rentrent en collision avec les particules de gaz et dévient petit à petit vers les pôles où le champ magnétique est le plus fort. C'est là qu'on observe les aurores ovales. L'aurore équatoriale, sur le schéma de droite, arrive lorsque l'on inverse la polarité entre l'aiguille et la sphère. La sphère, cette fois-ci, émet les électrons qui sont obligés de tourner autour de l'équateur. Ils sont rabattus là où le champ magnétique est le plus faible. Nous avons observé une certaine particularité. Parfois, les jets de lumière de l'aurore sont irréguliers. Notre hypothèse est que cela est dû aux différents domaines magnétiques de notre aimant, mais pour aller plus loin, il nous faudrait un gaussmètre très précis. Partie 3. Déterminer les gaz avec la spectroscopie. On a observé la formation de plasma, et la couleur de ce plasma varie selon la composition du gaz dans la cloche. En effet, lorsqu'on insère de l'O2, on observe un plasma rougeâtre, alors que lorsqu'on laisse de l'air, composé majoritairement de diazote, on observe un gaz violet. Pour former un plasma, il faut donc un champ électrique très fort, environ 10 kV, et des conditions de très basse pression. On va ioniser le gaz à l'intérieur, à l'aide donc d'électrons, qui vont former des cations, des radicaux, donc des molécules excitées, qui vont se désexciter par émission lumineuse. Les différentes émissions, et donc couleurs, vont dépendre du gaz introduit dans la cloche. C'est donc les couleurs caractéristiques des aurores boréales. Les aurores boréales et leurs couleurs nous renseignent donc sur la composition de l'atmosphère. On a mesuré à l'aide de la spectrométrie UV visible le spectre de l'air, donc majoritairement composé de diazote. On retrouve un spectre qui est similaire à celui de la littérature, avec des bandes caractéristiques du N2. Nous avons également inséré de l'argon. On retrouve toujours du N2 résiduel, mais on observe de nouvelles bandes à environ 700 et 800 nanomètres. Nous avons également inséré du CO2 et on retrouve des bandes du CO2 point, le radical, et du CO2 2+, le cation. Bon, c'était quand même hyper intéressant, mais je voulais pas dire ça par
nouvelle. Tu veux voir d'autres trucs?